Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle. Je vous l'avais annoncé à la fin de l'année dernière, nous allons avoir une série de vidéos sur l'expérimentation animale. Dans cette première vidéo, nous allons nous demander pourquoi est-ce que la recherche utilise des animaux, pourquoi est-ce que les chercheurs font des expérimentations sur les animaux. Le sujet est sensible et continuellement en débat. Et d'ailleurs, il y a un débat actuellement en Suisse passionné et donc passionnant, intéressant sur l'interdiction ou non de l'expérimentation animale sur le territoire suisse. Si je vous pose la question pour quelle raison la recherche utilise les animaux, pour quelle raison un chercheur fait de l'expérimentation animale, vous aurez déjà une première réponse qui va vous venir en tête. Pour de la préclinique, c'est-à-dire pour tester la toxicité de produits qui sont des leads sur un organisme. Lorsque l'on regarde une pathologie, lorsque l'on a trouvé une cible thérapeutique, que l'on connaît cette cible thérapeutique, on va vouloir mettre sur le marché des médicaments pour permettre aux patients d'aller mieux, voire de guérir de telle ou telle pathologie. Il va y avoir des leads, ce qu'on appelle des leads, ce sont des molécules probables qui peuvent avoir un effet thérapeutique et qui sont non toxiques. On a d'abord fait des essais sur cellules, mais les cellules ont des limitations. Si vous faites des essais de toxicité sur des cellules pulmonaires, vous ne verrez que ce qui peut se passer au niveau du poumon, sur des cellules cardiaques, etc. Mais vous ne verrez pas ce qui peut se passer sur un organisme en général. Et vous ne verrez pas non plus comment on peut, si on a, et comment on peut avoir des problèmes de développement embryonnaire chez les femelles gravidiques. C'est pour cela que l'on va utiliser des animaux. Pour regarder ce qui se passe au niveau d'un certain nombre de tissus, ça s'appelle l'anatomopathologie. 200 tissus de mémoire sont regardés par des vétérinaires. Et ensuite, on va regarder s'il n'y a pas de toxicité au niveau du développement embryonnaire, c'est-à-dire plus tard chez la femme enceinte. C'est exactement ce qu'a fait Pfizer, si vous vous souvenez de mon débunkage du pseudo-reportage Hold On, sur les vaccins contre le SARS-CoV-2. Ils avaient regardé chez des femelles rats ce qui se passait au niveau du développement embryonnaire. Ils n'avaient vu d'ailleurs aucun effet. Donc on va regarder la toxicité d'une lead, d'une molécule potentiellement thérapeutique à des doses de concentration croissantes. Et on va arriver à la dose maximale que l'on donnera chez l'humain, bien sûr toujours correspondant par rapport au poids de l'animal. Le but n'est pas de l'intoxiquer. On va regarder cela et dans certains cas, on va regarder également les effets de cette molécule, de ce lead, par exemple en cancérologie. Est-ce que cela permet d'avoir des résorptions de tumeurs ou de ne pas avoir de multiplication de métastases? Donc le premier point, c'est en effet la préclinique. Le second point, qui est souvent oublié par les gens, c'est pour étudier des maladies génétiques. Prenons le téléthon. Lorsque vous donnez pour le téléthon, vous donnez pour des myopathies qui sont le plus souvent génétiques. Nous allons recopier chez l'animal ces mutations génétiques pour étudier la pathologie, pour voir ce qui se passe par exemple au niveau embryonnaire, pour voir ce qui se passe à l'âge enfant puis à l'âge adulte en fonction de différentes diètes ou comment le muscle répond à tel stimuli. L'objectif, c'est de comprendre la pathologie et de permettre d'avoir des solutions pour soigner le patient. Donc toute la recherche sur ces pathologies demande à ce que l'on mimique, alors en anglais on utilise ce mot, c'est-à-dire qu'on fasse ressembler la pathologie humaine chez l'animal via des technologies de mutation génique dont je vous parlerai dans une vidéo ultérieure, parce qu'elles sont longues et complexes et qu'elles demandent d'être rentrées dans le détail. Nous allons donc permettre à l'animal d'avoir la même pathologie que chez l'humain et de l'étudier. Cela permettra de découvrir sans doute de nouvelles cibles thérapeutiques et donc de soigner l'humain. Mais cela permettra également de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisme animal et également le fonctionnement de l'organisme humain. Parce que lorsqu'il y a un système qui dysfonctionne, alors cela nous permet de comprendre comment le système fonctionne. Ça paraît pas tout à fait logique, mais si vous fermez le robinet, vous comprenez donc que si vous l'ouvrez, l'eau va couler. C'est une petite image que je vous donne comme ça. Donc, on utilise des animaux transgéniques pour étudier des maladies génétiques chez l'humain. Le troisième point, ça va être pour la geste chirurgicale. Lorsqu'il y a eu les premières transfections cardiaques, par exemple, ou rénales, d'abord la geste chirurgicale a été faite chez les animaux, chez les cochons de mémoire. On a donc fait des transfusions cardiaques ou rénales, par exemple, pour prendre ces deux tissus chez des animaux, voir comment on pouvait faire ceci, quelle était la geste technique à avoir, etc. Donc, on étudie l'animal, on utilise les animaux pour ceci. On utilise aussi des animaux pour des gestes techniques, comme je l'ai dit aujourd'hui, mais également,
Il y a des études, par exemple, qui sont faites pour des pansements, pour de nouvelles stérilisations de plaies, etc. Donc tout ça, c'est important aussi chez l'humain, notamment pour l'armée. Il y a beaucoup de travail et d'études militaires qui sont faites sur de nouveaux moyens de guérison rapide de plaies. Et donc on le fait chez les animaux, et notamment, encore une fois, chez les cochons, qui anatomiquement et physiologiquement plutôt ressemblent à l'humain. Le quatrième point, ça va être l'étude comportementale. Et ça sera le dernier d'ailleurs que j'évoquerai dans cette vidéo, l'étude comportementale. Par exemple, si vous avez une maladie neurologique, comment est-ce que vous allez vous comporter? On fait des études chez les animaux, ou alors des études de dépendance, de comportement face à la dépendance. C'est grâce à des études animales que nous avons pu comprendre que le sucre on était beaucoup plus dépendant au sucre qu'à la cocaïne. Cela nous permet d'étudier le comportement animal et humain, et cela nous permet aussi de comprendre comment les animaux interagissent entre eux, parce que lorsque l'on parle d'expérimentation animale, il faut bien voir que l'on parle d'expérimentation animale à visée thérapeutique pour l'humain, mais également à visée thérapeutique pour les animaux et à visée de compréhension du comportement animal pour les animaux eux-mêmes. L'homme est un animal curieux qui a besoin de comprendre comment la nature et aux alentours fonctionnent, et ça permet d'ailleurs de protéger un certain nombre d'espèces. Si vous étudiez une espèce, la reproduction par exemple d'une espèce, et que vous avez une espèce en voie de disparition, parce que vous connaissez les cycles de reproduction, vous pouvez, c'est le cas par exemple chez les pandas, vous pouvez dans un zoo artificiellement permettre la fécondation d'une femelle par un mâle. Donc ça permet aussi, l'expérimentation animale permet également, l'étude de l'animal permet également de protéger et de conserver des espèces en voie de disparition, et donc de les rendre un peu plus en voie de développement. Voilà, c'est 4 points que je voulais aborder avec vous, juste rapidement pour vous expliquer l'utilité de la recherche animale et pourquoi est-ce que la recherche utilise les animaux. Vous voyez que ce n'est pas seulement pour la toxicité et la toxicologie, il n'y a pas seulement pour les études précliniques, mais qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. On oublie souvent les études génétiques, on oublie souvent les études de comportement, et on oublie souvent la geste médicale, on oublie les études comportementales, que cela permet également de comprendre comment les animaux interagissent entre eux et de mieux les protéger. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, vous pouvez bien sûr mettre un commentaire ce que vous pensez, vous pouvez également partager la vidéo, et je vous encourage à partager la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.